Bonjour à tous, j'espère que vous avez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour de France. Dernière vidéo du Tour de France 2024. Ça y est, après celle-là, on clôture. On passera aux Jeux Olympiques et puis on se retrouvera pour le Tour de France lors de la présentation du parcours en 2025. Mais pour le Tour de France 2024, ça sera clôturé à part si il y a un coureur qui se fait attraper pour dopage par exemple. Là, ça relancerait... on va dire une vidéo là-dessus, mais sinon, c'est clôturé. Donc, avec le conseil de classe, on va noter les différentes équipes au départ de ce Tour de France 2024. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut m'intéresser et les intéresser surtout. Ça, c'est mieux que moi. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire tiens, vos propres notes pour les différentes équipes. Ça peut être intéressant de voir par rapport aux miennes s'il y a des grosses différences. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et on commence tout de suite avec ce conseil de classe. Alors, cette année, ça a été plus compliqué que pour le Giro. Pourquoi? Sur le Giro, il y a vraiment des équipes qui se sont ratées et des équipes qui ont réussi très bien, je trouve, leur Giro. Alors après, on avait, comme moi, je note, forcément c'est subjectif, donc il y en a des qui étaient en désaccord, mais je dirais que sur la globalité des notes, normalement, on était à peu près d'accord. Là, je pense ça va gueuler un peu plus, je pense, parce que j'ai eu beaucoup de mal à noter certaines équipes. Pour tout vous dire, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont certes réussi leurs objectifs, mais au final, quand tu regardes bien, elles ont été bonnes une seule journée. C'est-à-dire qu'à part l'objectif qui a été rempli, il n'y a pas eu beaucoup plus. Il y a des équipes qui se sont plantées, ça on est d'accord, elles ont été notées sévèrement, mais il y a des équipes qui n'ont pas forcément réussi leurs objectifs, mais qui ratent pas non plus totalement leur Tour de France, et il y a des équipes qui ont réussi leurs objectifs, mais est-ce qu'on peut dire qu'elles ont vraiment réussi leur Tour de France? Là aussi, c'est un petit peu une autre question. Ce qui fait que j'avais en fait beaucoup d'équipes entre 10 et 15. Voilà, j'ai beaucoup d'équipes entre 10 et 15 qui sont assez proches. Et ensuite, c'est équilibré. Alors, au-dessus de 15, il n'y en a que 3. Et entre 5 et 10, il y en a 6. Et en dessous de 5, j'en ai 4. Voilà, donc je dirais que c'est à peu près équilibré. Forcément, il y aura des désaccords. N'oubliez pas qu'il n'y a que moi qui note, hein, donc forcément c'est mon avis et mon avis est forcément différent du vôtre. Normalement, il peut être différent du vôtre. Donc n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires si voilà, vous auriez noté telle ou telle équipe différemment parce que vous pensez que j'ai été soit trop sévère, soit trop gentil, ce qui peut arriver également. Je pense que cette fois-ci, c'est peut-être plus sévère que gentil que ce dont les gens parleront. On commence, première équipe, donc on commence de la plus mauvaise note à la meilleure note. La plus mauvaise note cette année sur le Tour de France, c'est la Groupama FDJ. 2 sur 20 pour la Groupama FDJ. Ça a été un échec monumental sur cette épreuve, il n'y a pas grand-chose qui a marché. Alors déjà, prise de risque de ne pas prendre de sprinter. Quand tu vois quand même ce qu'arrive à faire Paul Penouet, pour moi c'était quand même un petit peu une prise de risque de ne pas emmener un vrai sprinter. Parce que ça voulait dire que tu faisais pleinement confiance à tes grimpeurs, sauf que depuis le début de saison, c'est pas comme si David Gaudu avait impressionné. De l'autre côté, on vient avec Romain Grégoire, mais Romain Grégoire, c'est plus un coureur de classique, un vraiment coureur de grand tour, Romain Grégoire, même s'il a tenté des choses dans les échappées, mais je suis pas sûr que les grands tours lui conviennent tant que ça à Romain Grégoire. Les courses d'une semaine, oui, les grands tours, j'ai un petit peu plus de doutes. Tu viens aussi avec Valentin Madouas, mais qui cette année, c'est peut-être pas forcément du grand Valentin Madouas, et avec Lenny Martinez. Alors là, on te sort ça de derrière les fagots. J'ai eu une information, parce que oui, j'ai des gens dans les commentaires qui sont un petit peu les oreilles de Moscou, qui écoutent comme ça quand ils sont dans le public du Tour de France. Et donc, il y a une personne qui m'a marqué, alors, je vais vous donner son nom, parce que je l'ai noté, c'est Sparat MR, ou Sparat Mister, Sparat Monsieur, je ne sais pas comment on doit le dire, qui m'a marqué une information. Donc il était sur l'étape du Lioran, et il était dans le public, et il s'est retrouvé pas très loin de Papa Martinez. Et donc Papa Martinez qui a dit
que ça s'est fait à la dernière minute, c'est-à-dire que, alors, Lenny Martinez a eu le choix de vouloir faire le Tour de France ou la Vuelta. Il pouvait ne pas faire le Tour de France, on lui a proposé à la dernière minute. Lui, il a décidé de faire le Tour de France parce qu'il pensait plus progresser là-dedans. Mais ça s'est vraiment fait à la dernière minute. Donc là, je considère quand même que chez Groupama FDJ, on est complètement stupide. Et je considère également que l'entourage de Lenny Martinez n'a pas été très intelligent. Parce que, putain, ils auraient dû anticiper le fait qu'il était... Donc il m'a dit, lui disait aussi qu'il était fatigué en fin de cycle. Tu viens pas sur le Tour de France quand tu es fatigué en fin de cycle. Je trouve qu'au niveau de l'entourage, là on l'a envoyé un petit peu au casse-pique, on aurait dû lui dire non, tu restes sur ton programme qui a été prévu, tu es encore jeune, tu fais la Vuelta, tu pars pas sur un programme annexe, de toute manière tu te barres de l'équipe potentiellement. Eux ils le savent s'ils se barrent ou pas de l'équipe. Donc je trouve que c'est d'un côté stupide de la part de Groupama FDJ, de l'autre côté aussi l'entourage de Martinez ne l'a pas vraiment bien conseillé, que ça soit son entourage familial, mais également je pense qu'il doit avoir un agent. Et l'agent aurait dû lui dire non, c'est pas une bonne idée d'aller sur le Tour de France si t'es pas au top de ta forme. Donc on a eu le cas Lenny Martinez qui a quand même eu un tour très compliqué à part le contre-la-montre finale. Et c'est bizarre, et c'est sur la dernière étape. Tiens, c'est quand il aurait commencé peut-être à être en forme à la fin de son stage, son stage en altitude pour aller faire la Vuelta peut-être. Et de l'autre, eh bien, vous avez David Gaudu qui a été inexistant quasiment sur ce Tour de France. Il a pris une échappée. Une échappée, je crois, sur 3 semaines de course. Si je ne me trompe pas, on va vérifier ça. Mais putain, certes, tu foires ton Tour de France, mais si on compare, tu pensais faire un classement général. Non, il a pris 2 échappées. Pardon, il y a eu l'échappée de la Loire. J'ai oublié. J'avais le souvenir que de Pladadé. À Valoir, il n'est pas hyper efficace dans l'échappée. Mais grosso modo, tu prends 2 échappées, 3 semaines de course. On ne l'a pas vu du tout dans la dernière partie des Alpes. Il finit sur les rotules et sans force, en étant vraiment nulle part. Et ce qui est très surprenant avec David Gaudu, 2 choses. Déjà, moi j'ai été surpris de voir en début de Tour de France qu'il devait faire également la Vuelta. Ça m'a un peu surpris au niveau de la programmation de la saison. Parce que je me suis dit, ouais, ça veut dire qu'il va peut-être pas arriver au top de sa forme sur le Tour de France. Ensuite, le début de tour est catastrophique. Il est lâché quasiment d'entrée à Rimini. C'est-à-dire que dès la première étape, déjà, il ne peut plus jouer le général. Et ensuite, il n'a jamais réussi à être performant. Comparé à Simon Yates, par exemple, comparé à un Richard Carapaz, comparé à un Guillaume Martin, comparé même à Enric Mas, qui ont été quand même plutôt efficaces en 3e semaine, ou Carapaz, même si pour moi Carapaz ne jouait pas le général, lui, il n'a absolument pas réussi à se remobiliser. Ça a été terrible son Tour de France à David Gaudu. C'est une année qui est quand même extrêmement compliquée, 15e du Dauphiné, 14e du Tour de Romandie. Bon, le Tour de Romandie, quand on voit l'opposition, c'est quand même très inquiétant. Il y a une victoire au Tour de Jura cycliste et classique Grand Besançon et fait 3e. En fait, à part les manches de Coupe de France, le reste, c'est le néant. Il y a les 4 courses de Coupe de France qu'il a fait, où il est dans le top 10. Le reste, c'est le néant. Donc voilà, il va falloir quand même se poser des questions du côté du coureur français. Ça fait depuis 1 an et demi que ça marche pas fort. Parce que sa 9e place sur le Tour de France, pour moi, c'était pas... Enfin voilà, on attendait quand même mieux de David Gaudu cette année-là. Surtout qu'il finit 9e et quand même un petit peu loin. En fait, depuis Paris-Nice, quasiment, les résultats sont en déclin. Le Tour de France, ça commençait déjà à la courbe, ça s'accentue un petit peu. Et puis là, depuis le début de l'année, c'est... fond du trou quoi. Et il n'y arrive pas. Il a un contrat jusqu'en 2025. Va peut-être falloir se réveiller du côté de David Gaudu. Je suis pas sûr qu'il fasse énormément de débriefs sur Twitch cette année parce que on connaît quand même un petit peu David Gaudu au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que quand tout va bien, il est très ouvert au monde, très ouvert au public, très ouvert aux journalistes. Et puis quand c'est la merde, il se referme un petit peu comme une coquille d'huître. Moi je me souviens donc du tour, c'est 2022, où il fait un tour qui est pas bon du tout. Et je me souviens que RMC avait gueulé parce que il lui avait c'était pas 2022 parce que 2022 c'est l'année où il fait 4 donc c'est 2021 où il fait 11e du tour mais en prenant beaucoup d'échappées sur la fin, c'était 2021 et où ça s'était pas hyper bien passé.
On va pas se mentir, avec RMC notamment. Là, ça fait quand même depuis. Putain, ouais, ça fait. Ouais, je regardais à 2023. Il abandonne sur le Tour du Luxembourg. Le Tour de Slovaquie, il est catastrophique aussi en septembre. Ouais, non, ça fait quand même depuis un an là où c'est vraiment le néant en termes de résultats, hein. Va falloir se remobiliser là, hein, parce que c'est très inquiétant quand même du côté de David Gaudu. Bon, il y a la Volta. Est-ce qu'il va réussir à se relancer sur la Volta? C'est la grande question. Et puis, du côté de cette formation, bon, le problème, c'est que Madouas n'a pas été exceptionnel. Et puis, le fait de pas emmener de sprinter, Clément Russo, bon, il a fait comme il pouvait, mais c'était pas un sprinter, donc c'était un petit peu compliqué. Donc, 2 sur 20 pour la Groupama, qui est la pire note de ce Tour de France 2024. On poursuit. La Bora, 3 sur 20. Oh, c'est un peu mieux quand même, il y a un point de plus. J'ai mis un point de plus parce que le leader est quand même tombé et qu'il faut quand même prendre en compte que si Roglic et Vlasov étaient peut-être allés au bout de ce Tour de France, ça aurait peut-être un petit peu changé la donne. Malgré tout, du côté de la Bora, Roglic aurait dû faire avec une équipe très faible. Moi, je pensais pas que l'équipe. Enfin, il y avait quelqu'un qui avait répondu dans les commentaires quand j'avais fait la présentation des leaders du général, qui m'avait dit oui, il trouvait que l'équipe était faible. Moi, je trouvais que Vlasov, Hindley et Dens et des coureurs comme ça pouvait être intéressant avec Bob Jungels et tout ça. Quand tu regardes au final, il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont passés à côté de ce Tour de France du côté de la Red Bull Bora. C'était la première fois qu'il y avait le logo Red Bull sur le maillot. Ils ont dû être contents, la direction de Red Bull. Les dirigeants asiatiques, désormais de Red Bull, ils ont dû être très très satisfaits de ce qui s'est passé pendant tout ce Tour de France, parce que ça a été un échec. Alors oui, Roglic est tombé, 2 fois quand même. Toujours cette capacité à ne pas rester debout. Il y a eu le cas Vlasov. Pour moi, il n'aurait jamais dû remonter sur un vélo en plus. Hindley, inexistant sur ces 3 semaines, inexistant en haute montagne. Je crois que sa seule performance à Hindley, c'est le premier chrono, où il est à peu près à son niveau. Sinon, le reste, il était un niveau en dessous. C'est vrai que si vous comparez au Tour de l'année d'avant, waouh, c'est quand même là aussi un petit peu le néant du côté de Hindley. Et puis même, quand on regarde le reste de l'effectif, qui a vu énormément Nico Dens, Marco Haller, par exemple. Bon, on les a pas vus, hein. Van Poppel. Alors moi je comprends pas pourquoi on l'a emmené sur le Tour de France. Parce que déjà sur le Giro, il était nulle part, Van Poppel. Là, il l'emmène sur le Tour de France, dans un peu la même configuration, c'est-à-dire sans train, un peu en solo. Ça a été le même résultat. Et Nico Dens, là, ouais, assez surpris, parce que transparent. Parce que, bon, certes, l'année dernière, il avait gagné sur la Volta, et c'était un peu une surprise à ce moment-là, mais normalement, il est quand même un peu meilleur que ça, Nico Dens. Et là, très très compliqué, mais là aussi, depuis le début de saison, quasiment pas de résultats. Notable, ouais, non, c'est un peu le néant. Ouais, 15e du Almoula Tour comme meilleur résultat pour Nico Dens. Et assez surpris qu'il soit aussi transparent, et puis Van Poppel aussi, hein. Mais Van Poppel, c'est pas un sprinter numéro 1 déjà. Pour moi, c'est un sprinter numéro 2, et c'est un poisson pilote, et oui, ouais, ça a été encore plus transparent que sur le Giro. Mais déjà, moi, pour le Giro, je comprenais pas pourquoi il l'avait envoyé, donc je comprends encore moins sur ce Tour de France. Je pense que ça a été une grosse erreur d'envoyer Danny Van Poppel. Parmi les coureurs qu'on a vus, en fait, il y a eu Sobrero, qui a réussi à un petit peu relancer quelque chose, et Bob Jungels, mais sinon le reste, ils n'ont jamais réussi à se remobiliser après la chute de Roglic. Et je pense que même si Roglic avait été au bout des 3 semaines, il serait retrouvé quand même à avoir une équipe assez faible, et il aurait peut-être manqué du monde, voilà, autour de Primoz Roglic dans les moments importants. Autre équipe à 3 sur 20, deuxième équipe française de ce classement, la Décathlon. C'est de toute manière, même Félix Gall, s'il finit dans le top 10, c'est une équipe qui se tape un 6 ou un 7. Mais Félix Gall ne rentre pas dans le top 10, ça c'est clair et net. Sam Bennett, il y a une 4e place, mais sinon sur le reste des sprints, ça s'est pas bien passé, parce que avec Nason, ça s'est pas bien passé aussi, il faut bien le dire, hein, il a jamais été mis dans le bon timing, Bennett. Donc il y a un moment, c'est un sprinter qui a besoin quand même de 2-3 mecs devant lui. Si en plus tes 2 mecs devant qui sont Godon et Bennett, c'est pas efficace, c'est un petit peu compliqué.
quasiment pas d'échappées aussi avec la Décathlon. La Décathlon a pris assez peu d'échappées par rapport même à d'autres années. On a vu un peu Armirail, un peu la Pera, mais souvent la Pera elle était lâchée tôt. C'est vrai que c'est l'un des champions de France, je crois, sur lequel on a moins vu son maillot tricolore, hein, la Pera, parce que c'est vrai qu'il a été assez inexistant. Dorian Godon, ça a été compliqué aussi. Alors il a pris quelques échappées, mais ça a été dur. Nance Peters et Prodhomme a presque été le plus en vue au final. Nance Peters aussi, qui a servi un petit peu de poisson de porteur d'eau, on va dire. Mais c'est vrai que Paul Lapera était quand même assez peu visible. Puis Félix Gall, donc, qui finit pas dans le top 10, qui finit assez mal ce Tour de France, un peu comme Rodriguez et quelques coureurs qui ont fait une indigestion de haute montagne. Armirail qui a tenté sa chance, mais c'est vrai qu'il se rate sur les deux contre-la-montre aussi. Bruno Armirail, le bilan pèse pas lourd et c'est vrai qu'on a été sur une très bonne dynamique du côté de cette formation. Ils arrivaient avec la Baraka, le titre de champion de France, les 2 titres de champion de France. Il y avait eu également les 26 victoires depuis le début de saison. Donc ils partaient très confiants, peut-être trop confiants, peut-être aussi que c'est une équipe qui a voulu, comme le disait très bien Julien Jourdi en interview, ils ont voulu faire feu de tout bois en début de saison, à l'intersaison. Et peut-être que là, la deuxième partie de saison va être plus compliquée parce qu'avec de la fatigue, c'est vrai qu'ils ont été présents sur les classiques, très présents sur les classiques. Et peut-être que là, ça va être plus compliqué pour cette formation à partir de maintenant. Mais le Tour de France de la Décathlon AG2R, cette année, a été quand même compliqué. Ils ont eu du mal à avoir la bonne carburation, un peu de fatigue du côté de cette formation. On s'attendait à mieux. Moi, je m'attendais à mieux de Sam Bennett. Mais Oliver Nelson n'a pas été suffisamment bon pour l'aider. Puis c'est vrai que Félix Gall, je me disais, le top 10 est accessible. Et puis dans les Alpes, il s'est écroulé. Dans la deuxième portion dans les Alpes, il s'est écroulé alors qu'il avait fait 2 premières semaines intéressantes. Donc dommage du côté de la Décathlon AG2R. Ça a été une course pas évidente du tout pour la formation française. On continue du côté des notes. Encore une équipe française, mal notée, la Cofidis. J'ai mis 4 sur 20, la Cofidis. J'ai pris en compte à chaque fois au niveau des notes, je prends en compte quand même le collectif déjà de la formation, je prends le bilan final, ce à quoi on pouvait s'attendre au début, est-ce qu'il y a vraiment un écart? Du côté de la Cofidis, moi il y a un écart, c'est du côté du sprint. C'est vrai que Cocard a gagné beaucoup de sprints d'intermédiaire pour avoir la 3ème place du maillot vert, mais bon, sur les sprints à l'arrivée, il s'en est jamais sorti. Il aurait déjà fallu qu'il y ait une entente avec Axel Zinglet, et je crois que le gros problème ça a été ça, c'est-à-dire qu'avec Axel Zinglet, tu sens que le mec voulait pas être poisson pilote de Cocard dès le départ, et je pense que c'est pour ça que Cédric Vasseur était peut-être réticent à le sélectionner pour le Tour de France. C'était peut-être ça le problème. Je pense qu'il l'a sélectionné déjà à reculons, parce qu'il y avait déjà des différends entre eux. Et c'est vrai que sur une course de 3 semaines, quand tu as des différends avec un coureur, je rappelle qu'une course de 3 semaines, c'est un peu comme une Coupe du Monde. Donc si par exemple tu peux pas piffrer un mec pendant 6 semaines, 7 semaines, et vous êtes en vase clos dans un bus de coureurs, c'est compliqué, tu dois avoir 20 mètres carrés, 30 mètres carrés dans un bus, donc c'est compliqué quand tu peux pas supporter un mec dans 30 mètres carrés, c'est difficile. Et à l'hôtel pareil. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que ça a pesé aussi sur tout le monde. Beaucoup d'abandons, c'est une équipe qui a été touchée également par les abandons. Herrada qui attendait son heure, on l'attend toujours. Izaguirre a été transparent. On ne l'a pas vu jusqu'à son abandon. Alexis Renard, la chute lui a coûté extrêmement cher. Et puis, oui, tu sens bien qu'Axel, c'est une équipe qui finit seulement à 5. Donc, c'est une équipe qui finit avec très peu d'effectifs. Axel Zinglet, tu sens que le mec est déjà la tête ailleurs et a hâte de se barrer. Donc, je pense que ça va être très compliqué sur la fin de saison. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ne le voit pas trop avec la Cofidis parce que là, c'est même pas une question de punition, c'est que tu sens que lui n'a pas envie de bosser avec la Cofidis. Là, tu sens qu'il y a je sais pas ce qui s'est passé en interne, mais il y a un désaccord qui a été assez net. Et le fait qu'il n'y a aucun relationnel avec Cocard, ça a joué. Donc, ce qui fait que, on a eu des sprints catastrophiques, Colombes et les Deux Églises étant,
je crois, le cas le plus important. Ensuite, au lieu de se dire, bon, bah, Zingley se met à la place de Coquard et Coquard fait le poisson pilote, non, il n'y a jamais eu cette idée-là. On leur a dit, faites votre sprint chacun de votre côté. Bien, ça a encore été moins efficace. Bon, à la fin, on se contente des points de la troisième place du maillot vert. Guillaume Martin, il a fait ce qu'il pouvait, j'ai envie de dire, avec la forme du moment. Par contre, là aussi, hein, tu as une interview à l'arrivée du Tour de France dans le journal Le Monde effectuée par Pierre Carré. Il semblait qu'il y a une partie qui était au départ marquée et qui a été ensuite un peu censurée du côté de où Guillaume Martin a dit je me suis trompé. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une séquence qui est surprenante quand Guillaume Martin dit notre vélo il était tellement lourd que je pouvais pas mettre de capteur de puissance parce que ça a rajouté 200 grammes. Ouais, mais le problème c'est que le vélo il pèse 7,4 kg. Donc il est dans la moyenne haute, mais dans la moyenne hein, de la plupart des vélos du peloton actuellement. Le poids de 7,7 kg, 7,8 kg, c'était avec la peinture, sauf qu'il a eu très peu de jours le vélo avec peinture. Ils ont mis très vite un vélo noir, donc c'est-à-dire qu'il avait la possibilité de mettre un capteur de puissance. Voilà, ça te faisait 7,5 kg, 7,6 kg. Oui, c'est un peu plus lourd que la moyenne, mais bon, je suis pas sûr que ça soit ces 200 grammes là qui est compté. Et quand il dit que son vélo a 1 kg plus lourd, bah non, donc il n'était pas 1 kg plus lourd. Donc il y a un problème de méconnaissance de son matériel du côté de Guillaume Martin, parce qu'il semblerait que là il y a un vrai souci. Parce que même Matos Vélo a indiqué qu'il avait parlé aux mécanos de Cofidis, et les mécanos de Cofidis disaient que c'était 7,4 kg. Et les mécanos de Cofidis, ils ont rarement été tendres avec le matériel. Donc c'est-à-dire que s'ils disent 7,4 kg, c'est que ça pèse vraiment 7,4 kg. Donc en fait, il n'y a jamais eu de problème. Donc le capteur de puissance, il pouvait le mettre. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a eu les mauvaises informations ou est-ce qu'il ne connaît pas le matériel ? Mais ça rajoute encore une goutte d'eau à ce Tour de France qui a quand même été extrêmement pénible, je pense, en termes d'ambiance dans l'équipe. Et puis après, bon, que Cofidis c'est pas le meilleur matériel, mais en fait Cofidis n'a jamais eu le meilleur matériel. C'est presque de tradition chez Cofidis que le matériel n'est pas excellent dans cette formation. Enfin, ça fait depuis des années que vous demandez à Loïc Chetou, il en avait parlé dans une interview, mais Cofidis a toujours eu un matériel qui était déficient par rapport aux autres, parce que des fois des contrats, notamment avec Look, à une époque où Look faisait des vélos qui étaient merdiques, et tu les vois pas en World Tour, les vélos Look. Enfin, il y a eu plein de problèmes comme ça, avec les pédales aussi, vous avez des pédales qui avaient des problèmes avec les capteurs de puissance, ce qui fait qu'il y avait une marge d'erreur qui était énorme, ils ne pouvaient pas à une époque utiliser des capteurs de puissance quand tout le monde utilisait des capteurs de puissance, mais je suis pas sûr que le matériel était 10 000 fois mieux l'année dernière, en fait. C'est surtout ça que je veux dire. Donc comment on passe d'une année où l'année dernière, certes, ils ont un peu surperformé, mais ils arrivent quand même à remporter 2 étapes, à une année où ils sont même pas capables d'être présents dans les échappées, ou quand ils sont dans les échappées, ils sont lâchés très vite. Il y a quand même une séparation là, qui me semble assez forte. Pour moi, le seul qui a été à son niveau, c'est Geschke. Parce que Geschke, il sort d'un Giro, donc il était forcément fatigué, surtout à cet âge-là. Et je trouve qu'il a quand même fait sa course, Simon Geschke, qu'il a aidé Guillaume Martin. Donc je dirais que le seul qui a été à son niveau, c'est Simon Geschke. Dernière année chez les professionnels, Geschke fait partie des retraités de fin de saison avec Cavendish et autres. Donc ouais, non, ça a été un tour laborieux et en plus, ça a donné une mauvaise image de l'équipe. Tous ces discussions, un peu ces bruits parasites pendant ces 3 semaines de course, ça a été assez saoulant, je pense, pour les supporters de cette équipe, de la Cofidis. Je pense qu'au bout d'un moment, ils voulaient que ça s'arrête, je pense aussi, les supporters de l'équipe Cofidis. On poursuit avec la Ineos, très loin dans le classement Ineos, 6 sur 10. Ça a été compliqué. Hein. Bon, déjà, tu misais que sur un coureur qui était Rodriguez. Il confirme un peu, mais après, c'est quand même son 3e grand tour à Rodriguez avec cette formation, donc on s'attendait peut-être quand même à un peu mieux qu'une 7e place. Moi, je pouvais m'attendre quand même à un peu mieux qu'une 7e place. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit au niveau peut-être d'un Almeida. Il est quand même un gros temps en dessous. Lui aussi, il finit quand même vraiment en difficulté sur les 3 derniers jours de course, ce qui est quand même pas habituel pour la Sky, puisque normalement la Sky était quand même la spécialiste des préparations des grands tours, des préparations des pics de forme au bon moment. Bon, avec Rodriguez, tu sens que sur la fin, il finit vraiment sur les rotules. C'était les rois de la récupération également. Pitcock qui prend certes une 2e place derrière Turgis. En dehors de ça, on ne l'a pas vu
Et je me demande même jusqu'à quel point il n'aurait pas mieux fait de ne pas faire ce tour de France et plutôt aller sur le Tour d'Autriche et puis ensuite continuer à se préparer pour le VTT. On verra si sur le VTT il s'en sort bien. Pidcock, il a quand même une marche sur ses adversaires, mais il a été covidé en plus. Donc ça, c'est pas l'idéal, mais il a été assez transparent au final, à part cette deuxième place. Bon, tu as une troisième place de Kwiatkowski. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Derrière, Geraint Thomas qui enchaîne Giro Tour à son âge, bah, ça a été moins efficace que Geschke. Mais je pense que c'était une mauvaise idée. Il y avait d'autres coureurs qui pouvaient faire le Tour de France. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas donné la clé à d'autres coureurs. Et puis Castroviejo qui a été assez peu visible, par exemple, sur ces 3 semaines de course. Quand vous regardez l'effectif au final de la Ineos, ça a été compliqué. Bon, il y a eu le reste de plus, mais Ben Turner inexistant. Egan Bernal aussi inexistant. Voilà, il n'a pas tenu la cadence, hein, Bernal sur 3 semaines. Mais je pense que peut-être aussi parce qu'il a voulu être en forme tout de suite à l'intersaison et que ça lui a coûté cher sur ce mois de juillet. Mais bon, quand tu regardes l'effectif d'Ineos cette année, tu te dis il y avait peut-être d'autres coureurs qu'on pouvait embarquer à la place de Geraint Thomas. Je sais pas, hein, mais bon, je me dis que il y avait peut-être des jeunes coureurs qu'on pouvait emmener. Voilà, un Kim Haydouk par exemple, pourquoi pas. Ça a été quand même extrêmement compliqué, je trouve, pour cette formation qui est passée ouais, à côté, qui est passée complètement à côté. Bah, même un Sheffield, par exemple, on aurait pu voir Sheffield, on aurait pu voir d'autres coureurs. Là, je trouve que ça a été quand même un gros échec voilà, pour cette formation qui a vraiment souffert sur cette épreuve, qui est passée complètement à côté, mais je pense pas avec les coureurs qui étaient le plus en forme. Et encore une fois, on se pose des questions de s'il y a encore un capitaine à la tête du bateau Ineos. Parce que des fois, on a quand même des sacrés doutes. Avant, avec la doublette Portal-Bradford, c'était quand même les deux arrivaient très bien à s'entendre et à arriver à mener le paquebot parfaitement. Bon, bah, maintenant, il y a plus, les deux ne sont plus là. Et là, bon, bah, tu t'aperçois que c'est un peu difficile, hein. Ça manque peut-être d'un grand staff. Ouais, t'as Zaberzando et des mecs comme ça, mais là je trouve qu'ils sont passés quand même bien à côté de leur Tour de France. Et là, il faudra quand même se poser des questions, surtout un Carlos Rodriguez qui avait été bon sur le Tour de Romandie. Mais là, ça a été quand même vraiment difficile, je trouve, pour Carlos Rodriguez sur cette épreuve. Lui qui avait fait un bon début de saison, là, ça a été vraiment un échec pour moi, ce Tour de France. Enfin, un échec, ça a été décevant pour Carlos Rodriguez. Et puis, oui, Geraint Thomas, je vois pas pourquoi on l'a emmené. Enfin, voilà, il y a beaucoup de coureurs, on se demande pourquoi ils étaient là, quoi, du côté de cette formation. Et là, je pense que oui, il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés dans la gestion d'équipe, dans la gestion des pics de forme également. Comme je disais que normalement c'était la grande force de cette équipe, bah là, on a l'impression qu'ils ont tous fini vraiment fatigués et qu'ils n'ont pas réussi à tenir la cadence. Donc, malgré un budget élevé, ça a été quand même, je trouve, compliqué voilà, sur ce Tour de France. Donc, pour moi, c'est un échec. C'est un échec ce Tour de France pour cette structure. Donc c'est pour ça un 6 sur 10, puisque pour moi, quand j'avais vu l'équipe, je m'étais dit, oh putain, il y a une belle armada, il y a quand même du beau monde pour aider en montagne. Et au final, en montagne, ils n'ont jamais été présents. Ils ont toujours subi la force des autres formations. Puis bon, bah, ils n'ont jamais trouvé la solution, hein. Ça c'est clair et net. Lidl, Trek, 7 sur 10. Forcément, tu payes l'abandon de Mats Pedersen. Bon, Ciccone qui est hors du top 10, mais de toute manière, ça aurait fait sinon 8 sur 10, ça aurait pas fait une note vraiment supérieure. Ouais, t'as Ciccone qui finit mal. Aussi, les 2 derniers jours ont été compliqués pour. Enfin, le dernier week-end a été compliqué pour Giulio Ciccone. Ça reste quand même un résultat intéressant, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne devait plus tenter les classements généraux de Grand Tour, je me dis que bon. En fait, à chaque fois. Chaque année, je me dis, oh, il pourrait faire le classement général d'un grand tour. Sauf que tu t'aperçois qu'il est meilleur dans le fait d'aller chasser les étapes, quoi. Hein. Ciccone, c'est là où il est le meilleur. Et bon, bah là, ça se confirme encore sur ce Tour de France. Bon, on peut noter quand même Julien Bernard.
qui a été présent dans les échappées, qui fait son meilleur Tour de France, 22e, ce qui est quand même très bien pour un équipier. Donc ça c'est très intéressant. Stuyven, les deux fois on l'a vu en échappée, il a été impressionnant. C'est dommage de peut-être pas l'avoir vu un peu plus souvent sur des étapes de deuxième semaine. Et puis oui, l'abandon de Pedersen qui modifie forcément ton équipe parce que ils étaient plutôt partis pour aller jouer les sprints et puis ensuite Verona, Ciccone, Bernard aller faire les échappées et se retrouver à devoir tout miser sur des échappées le classement général. Ciccone à devoir faire un top 10 pour amener quand même quelques points, même s'ils ne sont pas en besoin de points, mais pour aller faire un résultat. Ce qui fait que je pense que ça a changé un petit peu la donne de l'équipe. Et c'est vrai qu'au final, ils se sont quand même remobilisés un petit peu, mais c'était pas suffisant pour aller chercher une grande victoire, pour aller chercher un grand résultat. Donc voilà, 7 sur 20, c'est mieux qu'Ineos, parce que bon, déjà, les attentes étaient quand même bien plus faibles, mais ça reste une note qui est quand même pas bonne pour la Lidl, parce que ça a été quand même compliqué pendant ces 3 semaines de course. Du côté de cette formation, Movistar également 7 sur 10. T'as beau avoir les échappées de Lascano, ça n'enlève pas que Enric Mas est passé à côté de sa course. Alors même s'il finit mieux sur les 3 derniers jours, ça a été quand même compliqué pour Enric Mas qui jouait quand même le général, largement en dehors du top 10 et du top 15, du côté du coureur espagnol, qui a vraiment souffert quand même sur les 2 premières semaine de course. Lascano qui a tenté sa chance, mais dès le premier jour, on avait compris quand même que chez Movistar, on avait des doutes sur Enric Mas, parce qu'on en voit dès le premier jour Lascano dans les échappées, donc on se dit, ça c'est on sait qu'on n'a peut-être pas forcément le leader pour aller faire un bon classement général. Derrière, Gaviria fait une deuxième place. Derrière, Guilherme sur le premier sprint à Turin, mais beaucoup trop seul. Gaviria dans les sprints complètement seul, pas du tout aidé par Aramburu par exemple. Il lui a manqué du monde au coureur colombien, pardon. Et puis lui aussi il avait fait le Giro, donc au fur et à mesure des jours de course ça a été de plus en plus compliqué et il finit pas ce Tour de France. Et puis Aramburu qui est toujours trop limité dans les sprints, même en boss. Il n'a pas les qualités d'un Mats Pedersen par exemple. Il sprint moins bien qu'un Mats Pedersen, mais il sprint moins bien que d'autres coureurs. Donc c'est vrai qu'il est limité. Son registre, encore une fois, de course à Aramburu est assez limité. Il y a 4-5 courses qui lui conviennent dans l'année, mais rarement beaucoup plus. Et puis pour continuer avec la Movistar, Formolo a été transparent. Nelson Oliveira également. Javier Romo, ça n'a pas été exceptionnel. Mühlberger, alors ça a été surprenant parce que Mühlberger, sur certaines étapes, quand il partait pas en échappée, il arrivait quand même à accrocher le top 20. Et dans les échappées, il était transparent, donc peut-être du mal à jauger son effort. Mais c'est vrai que c'est quand même pas foufou du côté de la Movistar sur ce Tour de France. On continue du côté des notes de ce Tour de France. Je passe à la Bahreïn. Comme j'avais dit, mettre un coureur dans le top 10, ça vous fait juste gagner un point, 8 sur 10. C'est quand même une équipe qui a réussi à se remobiliser sur un autre objectif après l'abandon de Bilbao. Grâce à Santiago Buitrago qui fait un bon Tour de France, Buitrago. Même si parfois dans la gestion de l'effort il y a eu peut-être des petits soucis, mais c'est une première fois qu'il jouait vraiment le général sur un Tour de France, donc c'est quand même très intéressant. Le problème, c'est qu'en dehors de Buitrago, c'est le néant. Jack Haig, transparent. Mohoric, on a rarement aussi peu parlé de Mohoric dans une grande course. On est loin du Mohoric des débuts de saison sur le Tour de la Communauté de Valence, qui avait été tonitruant. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Mohoric. Bauhaus, on a plus parlé de ses abandons sur les grands tours que véritablement de ses résultats, ce qui reste un petit peu problématique. Fred White, là aussi on est très très loin du Fred White d'il y a 2 ans. J'ai vu Vaillé qui parlait de comète pour Félix Gall. Il a dû rater Fred White, alors, parce que je pense que Fred White, on est plus sur une comète que Félix Gall. Oui, mais bon, il faudrait s'intéresser à autre chose que les grimpeurs, parce que c'est vrai que Monsieur Vaillé ne connaît toujours pas les sprints. Cette année, ça confirme. Par contre, la misogynie, il la connaît bien, avec Marion Rousse.
Ce personnage est ignoble. Voilà. Et ignoble est un faible mot, je pense. Gros dégueulasse. Voilà. Je crois que c'est le bon terme, gros dégueulasse. Donc Fred White. Oui, donc a été inexistant, hein, mais bon, pas une surprise par rapport à son début de saison, par rapport à la saison dernière non plus. Et puis Bilbao, oui, qui abandonne assez vite, pas dans le coup, hein. Bilbao, il n'a jamais été dans le bon tempo ouais, c'est dommage pour le coureur espagnol parce que l'année dernière, il avait fait un très très bon Tour de France. Et puis c'est vrai que par rapport à l'année dernière, le Tour de France de la Bahreïn avait été marqué, il faut bien le dire, par la mort de Gino Meder. Je rappelle que Gino Meder meurt 3 semaines avant, lors du Tour de Suisse. Et c'est vrai que tu sentais que dans cette équipe, il y avait une âme supplémentaire. Il y avait un truc en plus. Et cette année, comme quand Landa était tombé sur le Giro, qu'ils avaient perdu Landa au bout de 4 jours de course, et que tu avais vu sur le Giro, putain, ça avait provoqué quelque chose, notamment avec la victoire le lendemain de Gino Meder. Mais ensuite, avec Caruso qui avait fait un top 3. Voilà, il y avait eu un enchaînement qui avait été très bon, et même sur le Tour de France, ils avaient été présents. Là, ça a été plus compliqué. Alors, tu as aussi une 5e place pour Niklas Arndt sur un sprint du côté de la Bahreïn Victorious, mais ouais, c'est pas mieux qu'un 8. Ce qui déjà n'est pas la dernière équipe avec un 8, mais ça vaut pas mieux qu'un 8. Alors, heureusement qu'il y a eu Santiago Buitrago dans le top 10 grâce au dernier contre-la-montre. C'est l'un des rares changements de classement qu'on a eu sur cette dernière étape en passant. 2 équipes à 10. La première, la Lotto. Correct sans plus, quoi. Voilà, 10, moyen. Moyen le tour de la Lotto, parce que là encore, on est sur les situations qui sont compliquées. Certes, il y a une victoire d'étape de Campenarts, mais je trouve que le travail autour d'Arnaud Delis a été mal réalisé très souvent. Malgré le fait que Campenarts était en très grande forme, je trouve que les timings n'étaient pas toujours bons. Ça manquait de monde en fait dans le final, ce qui fait qu'Arnaud Delis se faisait souvent enfermer parce qu'il lui manquait un poisson pilote. C'était le gros problème d'Arnaud Delis. Alors il fait quand même pas un tour catastrophique, Arnaud Delis, t'as une 3e place, mais s'il n'avait pas été enfermé, ça aurait peut-être été mieux. Arnaud Delis, sur la 2e partie de tour, tu sens que la fraîcheur physique n'était pas là du tout. Il y a eu beaucoup, c'est l'un des coureurs, je pense, qui a été le fatigué le plus vite, je pense. Arnaud Delis sur ce Tour de France, j'ai eu cette impression-là. Bon, Van Gils, il tombe quand il emmène un sprint d'Arnaud Delis. Voilà, moi j'aurais bien aimé voir Van Gils dans les Pyrénées, dans les Alpes, voir ce que ça aurait pu donner. Notamment sur l'étape de Super Dévolué, ça aurait peut-être été intéressant d'avoir Van Gils. Non, et puis ouais, c'est vrai que ça a été compliqué, quoi. Ça a été compliqué, ça a été bof. Bof, c'est-à-dire que oui, t'as la victoire de Campenarts. Bon, après, on aurait aimé peut-être plus de régularité du côté d'Arnaud Delis, et surtout, moi j'aurais aimé une équipe mieux qui l'entourait mieux. Arnaud Delis fait pas un mauvais Tour de France, mais en fait, l'équipe autour, normalement, il aurait dû avoir un train à son service, et le train, il n'était pas efficace, quoi, le train de la Lotto. C'est vrai que Drisner, on l'a très peu vu, et puis Arnaud Delis a aussi fait des erreurs. Je pense notamment à l'étape des chemins blancs, où il passe complètement à côté. Et vraiment, ça lui a pesé dans les jambes sur la 2e partie de Tour de France. Il a été beaucoup présent sur la première semaine, et l'étape des chemins blancs, je pense que ça a été une erreur, parce qu'ensuite, il l'a vraiment payé sur la 2e partie de Tour. Van de Moer et Van Hoek, ils m'ont pas vraiment marqué, comme Sébastien Grignard. Mais il y avait vraiment de quoi faire quand tu mets autant de personnes autour d'un sprinter. On s'attend un petit peu mieux pour le sprinter. Voilà. Donc c'est là où pour moi il y a une déception. C'est pour ça que je mets 10 sur 20. Autre note, on continue avec la Jayco Alula. Là aussi une victoire d'étape avec Dylan Groenewegen. Mais je pense qu'il rentre pile dans un mini objectif. Du côté, je pense, de la Jayco, c'est avec Groenewegen, je m'attendais à un peu mieux.
Une fois en fait qu'il a gagné son étape, on a eu le sentiment que ça y est, il avait réussi son objectif et ensuite c'était beaucoup plus compliqué pour lui, notamment au niveau du placement. Je trouve que la relation avec Michael Matthews n'a jamais fonctionné. Ce qui est surprenant parce que en début de saison ils avaient roulé ensemble. Et je crois que notamment c'était sur la Classica Valenciana 1969. Ça s'était plutôt pas mal passé lorsque Groenewegen s'était imposé, même si c'était une course qui était très mal filmée. Alors je pense que c'était quand même plus mal filmé que le Tour de France ce jour-là. La version valencienne de Anthony Forestier était pire que la version italienne et pire que la version française. Voilà. Mais de Antonio Foresta, la version italienne d'Anthony Forestier. Mais du côté de Dylan Groenewegen, ouais, je m'attendais un peu mieux parce que je l'avais trouvé très bon sur le mois de mai et sur le mois de juin. J'avais vu, alors il avait fait des sprints, on va dire, irréguliers, qui auraient peut-être provoqué des déclassements sur ce Tour de France, mais surtout il avait réussi quand même des belles choses en termes de résultats. Simon Yates, ça commence très mal et ça finit plutôt pas trop mal. Même s'il n'est pas en mesure d'aller chercher Carapace par exemple, mais la fin de tour de Simon Yates est quand même bien meilleure que la première partie de tour. Il finit quand même dans le top 15, mais c'est vrai que il n'est pas passé loin sur les victoires d'étape, mais battu par plus fort très souvent. Donc je pense qu'il aura une petite frustration quand même Simon Yates. Chris Harper, assez transparent. Mais je pense que sa chute sur le Tour des Alpes a vraiment coupé sa saison et ça a été un vrai problème. Michael Matthews, on l'a vu dans une ou deux échappées. La fois où on l'a plus vu, c'est quand Guermey lui ferme la porte. Mais bon, en dehors de ça, c'est pas exceptionnel de la part de Michael Matthews. Et puis si je continue dans l'effectif, on était sur des Durbridge, Alors Jules Johnson a été quand même très visible sur la fin de course. Mais c'est vrai que Durbridge, Reinders et Mesgeck étaient surtout là pour entourer Dylan Groenewegen. Et c'est vrai que Jules Johnson, on l'a quand même pas mal vu, hein, le Danois a notifié. Voilà, donc 10 sur 20, c'est pas exceptionnel, mais bon, on va dire, réussi au moins à remporter une victoire d'étape. Équipe qui a donc plus de la moyenne, désormais, 11 sur 20 pour Astana. C'est là où je vous ai dit, c'est des équipes où j'aurais beaucoup de mal à noter. En fait, à part la victoire de Cavendish, il y a quoi d'autre à se mettre sous la dent pour Astana? Il y a la 10e place de Terrada. Et en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Mais en même temps, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait grand chose non plus. Mais c'est vrai que je peux pas mettre 15 sur 20 pour le Tour de France d'Astana. Les mecs finissent à 4, t'en as 3 qui sont dans les 10 derniers du classement général. Lutsenko, à part sa chute, on ne l'a pas vu. Sa chute et le fait de rouler sur Jasper Stuyven. C'est les deux trucs qu'il a fait sur ce Tour de France. On va dire que la belle image de Lutsenko n'est pas vraiment là. Gazzoli, on l'a vu 50 bornes, donc il n'a pas vraiment été marquant. Morkov, Covid. Fedorov, oui, il était hors délai avec les mecs de Alpecin, mais il m'a vraiment pas marqué. Chesbol non plus. Donc oui, ils finissent à 4. T'as la victoire de Cavendish, c'est une réussite marketing. Bon, après voilà, 10 sur 20, enfin 11 sur 20, pardon, ça vaut pas plus que 11 sur 20. T'as réussi ton objectif. C'est vrai que moi je pensais que ça a été mal embarqué, vu la saison de Cavendish. Bon, après, comme je l'avais dit, une fois que Cavendish avait gagné son sprint, sa 35e victoire, je pense que, un peu comme Groenewegen, il y a eu un gros palier de décompression. Ensuite, on ne l'a quand même quasiment plus vu dans les différents sprints. Et puis, derrière, ça a été, son objectif, ça a été de finir. Il finit lanterne rouge. Parce que je pense qu'ils ont joué un petit peu avec Ballerini et lui pour que Cavendish finisse lanterne rouge pour son dernier Tour de France. Je sais pas quel sera son programme. Est-ce qu'il y aura un Tour de Grande-Bretagne? J'aimerais bien qu'il y ait un Tour de Grande-Bretagne pour Cavendish. Finir sa carrière en Grande-Bretagne, je pense que ça serait pas mal parce que ça a été en fait le premier Britannique très connu, juste avant Geraint Thomas, Wiggins et autres. Mais quand il arrive en 2008, quand il commence vraiment à obtenir des gros résultats en 2008,
Voilà, c'est le premier Britannique, on se dit, qui est là depuis Tom Simpson, quoi. Et depuis David Millar aussi. À l'époque, il y avait David Millar. Mais ouais, vraiment impressionnant Cavendish. Et puis l'étendue de la carrière quand même. Quasiment 20 ans de carrière. Cette capacité à gagner de 2008 à 2024 sur 16 ans, non, c'est impressionnant. Mais après, pour l'équipe, c'est un 11 sur 20 parce que voilà, on rentre pile dans les objectifs et c'est pas beaucoup mieux que pile à rentrer dans les objectifs. Pareil pour une formation française, également 11 sur 20, Arkea. Oui, on a remporté une victoire d'étape pour la première fois de l'histoire de l'équipe. À part ça, là aussi, hein. Vauquelin, au final, il a été bon sur cette étape-là, mais en troisième semaine, tu sens qu'il est vraiment rincé, rossé. Vauquelin, Champoussin, on le voit la veille de l'arrivée, et en plus, il n'arrive pas à prendre l'échappée, il n'arrive pas à suivre Jasper Stuyven. Démarre, à part son déclassement, c'est vrai qu'en dehors de ça, ça a quand même été le néant. Mozzato, on se souvient quand même qu'il a fait deuxième du Tour des Flandres. Là, Mozzato, on ne l'a pas vu du tout. Après, Garcia Pierna, quelques fois dans les échappées, mais bon, il y a eu Christian Rodriguez. Mais voilà, c'est un 11 sur 20, quoi. Ils ont rempli l'objectif, ils ont la gagne. Après, en termes de points UCI, bon, ils n'ont pas fait une grande remontée dans le classement non plus. Et puis Arnaud démarre, bon, bah, la saison est compliquée. Donc c'est vrai que quand tu mises beaucoup sur Arnaud pour les sprints, derrière c'est compliqué quand les résultats ne viennent pas. Donc, ouais. Et puis la blessure d'Amaury Capiot qui va peut-être le rendre indisponible jusqu'en septembre. Avec le bassin, donc fatigué. Hein. Je baillote. Je m'en excuse. Mais oui, du côté d'Arkea, petite déception de ce côté-là pour Arnaud Démarre. Après, voilà, il gagne une victoire, mais c'est vrai que c'est un peu comme Astana. C'est-à-dire, l'objectif était de gagner une étape. En dehors de l'objectif, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un 11 sur 20 à ces deux formations. 12 sur 20, Alpecin. Oui, Philipsen gagne 3 fois. Dont une fois bien aidé par Van Der Poel. Mais, enfin 2 fois bien aidé par Van Der Poel, une fois il se débrouille bien seul, Philipsen. Mais c'est vrai que ça a été difficile pour Philipsen. Il tombe lors du premier sprint massif. Derrière, il a du mal à mettre la machine en route, battu par Cavendish, battu par Groenewegen, où il se fait déclasser en plus. Ce déclassement qui au final lui coûte très cher, parce que ça lui coûte la première place au niveau du maillot vert, mais il a toujours été à la course derrière Guilhermet, et il n'a jamais réussi à le rattraper malgré sa chute. Donc ouais, 12 sur 20, aussi parce que je m'attendais à plus de l'Armada Alpecin. Au final, dans les sprints, il n'y a pas une équipe qui a réussi à maîtriser les derniers kilomètres. Et je trouve que notamment Alpecin aurait dû être cette équipe-là, cette capacité à maîtriser les derniers kilomètres que cette formation n'a pas eu. Donc voilà, pour moi c'est 12 sur 20, c'est pas beaucoup plus. Philipsen ne ramène pas le maillot vert, et de toute manière cette équipe c'est toujours compliqué parce que comme il n'y a personne en montagne, oui, collectivement, ça reste une équipe qui doit être performante sur le plat. Sur les échappées en montagne, on ne l'a pas vu. C'est vrai que Van Der Poel a été quand même très discret en dehors de son travail pour Philipsen. Axel Laurence, là aussi, ça a été quand même aussi un petit peu discret, à part sur l'étape de Bologne, au final, où il est dans l'échappée avec Vauquelin, mais il en fait un petit peu beaucoup sur cette étape-là. Et ouais, c'est 12 sur 20, quoi. C'est correct, quoi. On a rempli les objectifs, on va dire, on a 3 victoires, mais ouais, le fait de ne pas avoir le maillot vert, ça fait un peu quand même chier. Et je pense que Philipsen s'attendait à plus dominer ce Tour de France qu'au final, ça ne l'a été. Puis bon, avec Alpecin, on aimerait bien un jour qu'il y ait un grimpeur dans cette formation.
Mais bon, je suis pas sûr que. Enfin, un vrai grimpeur de classe un petit peu mondiale pour aller chercher des échappées, mais bon. C'est pas le cas pour le moment. DSM, 12 sur 20. 12 sur 20 pour la DSM. Heureusement qu'il y a eu le premier jour de course pour la DSM. Bah oui, la réalité elle est là pour cette formation. Heureusement qu'il y a eu le premier jour de course. Parce que avec Bardet et Van Den Broek, qui te permet de prendre le maillot jaune, qui te permet de remporter une victoire d'étape. Parce que c'est vrai qu'ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors certes, on a pris des échappées. Oscar Andy, notamment, qui a pris une belle 5e place. Bardet, qui a pris aussi une 10e place lors de l'étape numéro 20. Mais bon, Van Den Broek, on l'a assez peu revu ensuite. Alors il a pris quelques échappées, mais surtout pour aider. Barguil a eu un Tour de France très compliqué, notamment avec des problèmes de cheville. Jacobsen, bon, bah, je dirais que son Tour de France est un petit peu en corrélation avec son Giro. Quasiment le néant, même si ça a été un peu mieux que sur le Giro, ça reste quand même compliqué. Et puis après, bon, les autres coureurs de l'effectif, Nils Seekhoff, à part le jour de son abandon, sinon on ne l'avait pas vu. Bram Welten, à part le jour où il était hors délai, sinon on ne l'a pas vu. Et puis De Genkolb, bah oui, il a tenté de pallier à l'absence de Jacobsen sur la deuxième partie de course, mais bon, tu sens que c'est quand même plus forcément là où il est le mieux, De Genkolb. C'est dommage quand même du côté de la DSM, c'est quand tu vois que eux ils ont le train potentiel pour emmener un sprinter, mais qu'ils n'avaient pas le bon sprinter. Je pense qu'ils avaient ils faisaient plutôt du bon boulot dans les 10 derniers kilomètres, entre 10 km et 3 km de l'arrivée, ils faisaient du bon boulot. Après, c'est vrai qu'ils étaient un peu moins présents, mais il leur manquait la bonne carte au niveau des sprints. Et ça a été le gros problème. Cette année, ils ont décidé de recruter Jacobsen, mais bon, quand tu vois la saison de Jacobsen, tu te dis est-ce que c'était la bonne idée? Faudra voir. Est-ce que ça aurait été pas mieux d'emmener Casper Van Duden quand même? Ça, c'est la grande interrogation. Moi, j'aurais peut-être préféré voir Casper Van Duden que Jacobsen, qui avait déjà eu un Giro compliqué. C'est peut-être là où il y a eu un mauvais choix réalisé par cette structure. On poursuit du côté d'une autre équipe. C'est la Uno X. 13 sur 20 pour la Uno X. Encourageant ce Tour de France. C'est ça, 13 sur 20. C'est encourageant. Merci à Bramson. Moi, j'aurais aimé qu'il emporte le prix du super combatif parce que j'aime bien quand les prix sont équilibrés et les maillots sont équilibrés entre plusieurs coureurs. Bon, Abramson n'a pas eu cette chance malgré le vote du public. C'est le jury qui a décidé de Carapaz, donc ça veut dire que le jury ne s'est concentré que sur la deuxième, troisième semaine de course, pas sur le reste. C'est un petit peu dommageable. Normalement, ce sont quand même des professionnels. On a eu quand même des 3e places pour Alexander Kristoff, de 3e place. Quelques échappées avec Tobias Haaland, Johannessen. Bon, Rasmus Stiller, trop discret à mon goût. Vareskjold, je trouve que la relation avec Kristoff, ça marche pas. Faut arrêter d'essayer de mettre les deux ensemble. Ça ne fonctionne pas. C'est le cas depuis un an et demi où tu sens qu'Uno X veut que Vareskjold soit le poisson pilote de Kristoff. Mais pour moi, Vareskjold, c'est un sprinter numéro 1. Donc comme c'est un sprinter numéro 1 qui en plus a tendance à quand même plutôt bien passer les bosses, bah, tu le mets en sprinter numéro 1 et tu mets Rasmus Stiller pour le faire le poisson pilote, mais tu mets pas Alexander Kristoff. Donc si soit tu prends Kristoff, soit tu prends Vareskjold, tu prends pas les deux en même temps. Kort Nielsen, qui a fait des échappées, qui sont pas allés au bout, peut-être une chouille plus discrète que d'habitude, mais après bon il était dans des échappées où ça pouvait aller au bout en temps normal, mais la UAE était trop forte. Ce qu'on peut quand même notifier du côté de la Uno X, c'est qu'ils finissent au complet, avec également Aude Christian King, mais qu'on n'a pas vu sur ces 3 semaines de course, comme Johannes Kultset également, du côté de cette formation. Johannesson, tu sens que ça a été compliqué, il était moins en forme que l'année dernière. En plus, bon, il tombe, il se pète l'épaule sur la fin de course. Mais c'est vrai que ça a été plus difficile que l'année dernière, je trouve. Il était un peu moins efficace. La grande question maintenant avec la Uno X, c'est est-ce qu'on reverra cette équipe l'année prochaine sur le Tour de France? C'est loin d'être évident. S'il y avait eu la victoire d'étape, ça aurait peut-être changé la donne. Très clairement, il manque la victoire d'étape. Il manque aussi peut-être un maillot distinctif. Mais c'est vrai que je me dis que du côté de la Uno X, l'année prochaine, il y aura du lourd en deuxième division.
Est-ce qu'on prendra toujours la Uno X quand on aura notamment la Tudor, quand on aura potentiellement Q36.5? En plus, on nous indique que Q36.5 voudrait recruter Julien Alaphilippe. Tudor aussi voudrait recruter Julien Alaphilippe. Voilà, ça risque d'être compliqué pour la qualif l'année prochaine pour la Uno X. Donc, ça serait dommageable parce que c'est une équipe qui a quand même fait le travail. Abramson est quand même parti sur une étape en échappée tout seul, donc quand même pas le négliger. Mais est-ce que voilà, ce Tour de France sera suffisant? Ça, c'est pas sûr du côté de cette formation, mais au moins ils peuvent être satisfaits des 2 éditions auxquelles ils ont participé, parce que pour moi, ils ont fait un travail de qualité sur ces 2 épreuves. J'ai trouvé que voilà, c'était plutôt bien ce que faisait la Uno X sur ce Tour de France 2024. On poursuit du côté de ce Tour de France avec une nouvelle équipe à 13 sur 20, une équipe qui a un coureur qui a fini dans le top 3 de ce Tour de France, c'est la team Visma Lease a Bike. 13 sur 20, vous savez, je note le collectif et le résultat. Alors certes, Vingegaard sur le podium, pour moi, c'est un excellent résultat, surtout quand on sait d'où part Vingegaard au mois de mai et où il a réussi à finir sur ce Tour de France. Je trouve que c'est un bon résultat. Il est tombé sur plus fort que lui. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Jorgensen a été très bon aussi, dans le top 10 du général et très costaud, ça c'est clair et net. Lui, il a marqué des points pour l'avenir, pour moi, parce que Jorgensen, il a marqué des gros points pour le futur. Je rappelle, c'est un coureur qui est encore jeune, ça fait que depuis 6 mois qu'il est dans la Visma Lease a Bike, donc avec peut-être une vraie grosse préparation, c'est un coureur qui va devenir encore plus solide, je pense, dans le futur. Kelderman, dommage qu'il tombe si souvent que ça, Kelderman, c'est un peu le problème. Il a le même souci que Roglic, Kelderman, mais après son Tour de France, bon voilà, il a tenté de prendre des échappées, bon après pas de chance pour lui. L'avant-dernier jour, l'échappée va pas au bout. Sur l'autre échappée, il fait quand même un gros travail pour épauler Jorgensen. Et puis après, bon, Van Aert assez discret quand même sur ce tour, surtout en montagne. C'est vrai qu'il a pris quelques places d'honneur sur les sprints, mais en montagne, assez transparent. Bon, Laporte a fait surtout un travail d'équipier. Bart Lennon, pas mal sur 2-3 étapes, mais bon, au bout d'un moment, ça allait trop vite. Non, pourquoi je mets que 13 sur 20 à la Visma? Parce que, premièrement, je trouve que le collectif était plus faible que l'année dernière. Il a manqué vraiment un grimpeur en plus dans cette équipe, que ça soit un crossbike, que ça soit un Sepkus, un coureur de ce calibre-là. Et puis que je trouve qu'en termes de stratégie, c'est quand même une équipe qui n'est pas la meilleure au monde. Et donc forcément, je pénalise parce que si ce ne sont pas les meilleurs, je trouve qu'ils sont toujours en difficulté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils soient les meilleurs pour s'en sortir. Je trouve que ce n'est pas une équipe qui court de manière très intelligente. Donc pour moi, voilà, c'est un 13 sur 20 du côté de la Visma. Pas grand-chose d'autre à dire sur cet effectif, à part qu'ils sont encore tombés. Donc moi, je me pose quand même vraiment des questions sur le matériel. Vu le nombre de chutes qu'a connu cette formation, c'est quand même assez surprenant. Tratnik n'a pas été mauvais. Benoît, moi j'ai trouvé assez transparent, mais Tratnik pas mauvais également sur ces 3 semaines de course. Donc non, pas mal pour la Visma Lease a Bike. Je trouve que c'était... voilà, c'est un 13 sur 20, c'est encourageant. Vous rajoutez 2-3 éléments à cette équipe et ça en faisait vraiment une Dream Team. Il manquait pas grand-chose. Et puis, contrairement à d'habitude où Van Aert remplace 2 coureurs expérimentés, 3 coureurs expérimentés, là, Van Aert, il n'a pas eu cette capacité-là de travail. Donc, c'est aussi ça qui a changé la donne du côté de la Visma par rapport notamment à l'armada de la UAE, Team Emirates. Nouvelle équipe, on gagne 1 point désormais, nouvelle équipe française. La Total Energy, 14 sur 20, tour réussi. Il y a la victoire d'étape déjà d'Anthony Turgis, ça c'est clair et net. Mais contrairement à Astana et Arkea, qui ont 3 points de moins, il y a la 2e place de Matteo Vercher. Il finit son complet, ce qui n'était pas si facile que ça à faire sur ce Tour de France, surtout pour Sandy Dujardin. Il faut saluer l'abnégation qu'a eu le jeune coureur français. Dommage, c'est Stef Kras. C'est sûr que Stef Kras est 12e et 13e, ils sont à 15 ou 16 sur 20 total. Il manque ce petit truc-là avec Stef Kras, mais il apporte quand même, je crois, 90 points UCI, je crois, de tête. Burgodo,
Petite déception pour moi parce que tu sens qu'il était fort, mais il n'a jamais trouvé l'ouverture. Notamment dans c'est l'étape de Pau, où il fait une grosse accélération comme ça avec Carapaz, sauf que derrière ça prend pas et ils n'arrivent pas à faire la différence. Moi je voulais aussi notifier Jordan Jegat, dans ceux qui ont été performants, qui est top 30 sur ce Tour de France. Ça ne faudrait pas le négliger. Et puis ça a été plus discret pour Gachignard et Fabien Grolier. Mais Fabien Grolier a fait un gros travail d'équipier autour de Steph Kras. Thomas Gachignard un peu plus discret, mais c'était aussi un premier Tour de France pour lui. Donc il fallait s'accommoder de ce niveau-là de course. Je rappelle que l'année dernière, Thomas Gachignard, il était chez Saint-Michel, donc il n'était pas du tout dans le même monde et il ne se voyait peut-être pas faire le Tour de France. Donc il a eu peut-être un petit peu plus de mal à encaisser le Tour, les championnats de France notamment, où il avait été bon, le Tobron-Léon aussi, où il avait été bon à travers la Flandre. C'est plus un coureur de classique pour le moment, Thomas Gachignard, mais bon, il a pris une échappée du côté de Nîmes, 160 km. Voilà, il s'est fait plaisir sur c'était pas 160 km sur l'étape de Nîmes, pour moi d'échapper, c'était moins que ça. Mais voilà, il s'est fait plaisir, Thomas Gachignard, donc il peut être content l'équipe peut être contente de son Tour de France. Je pense que le contrat pour l'année prochaine, de toute façon pour 2025 il était fait, mais est-ce que Total Energy va prolonger? Je pense qu'il y a plus de raisons de prolonger après ce Tour de France qu'au moment du Dauphiné. Le problème de la Total Energy, c'est que ça fait depuis 2 ans que leur saison est sauvée par le Tour de France. C'est-à-dire qu'en dehors du Tour de France, le reste des résultats, c'est un peu sec. Donc ça serait bien que l'année prochaine, il n'y ait pas que des résultats que sur le Tour de France, qu'on les voit également sur des épreuves annexes. Alors c'est vrai que cette année, ils n'ont pas été aidés par le calendrier parce qu'ils n'ont pas anticipé le fait qu'en deuxième division, le niveau avait progressé et qu'ils n'allaient pas participer à plusieurs épreuves, notamment Milan-San Remo, et ça leur a... C'est resté dans la tête pendant très longtemps, le fait de ne pas pouvoir faire Milan-San Remo, le Tour des Flandres, mais surtout Milan-San Remo, je crois que ça a fait mal, notamment Anthony Turgis, mentalement. Mais après, oui, c'est une équipe qui a fait un bon tour, et puis surtout que là, ils avaient misé sur des jeunes, Gachignard, Jegat, Matteo Vercher, c'était des coureurs qui avaient moins de 25 ans. Donc, et Jegat, vraiment, peut être satisfait de son Tour de France, il a été très bon. Le coureur de la CIC, l'ancien coureur de la CIC Unante Atlantique, donc lui il peut être très très satisfait de son travail à 25 ans. Pour un premier Tour de France, c'est vraiment une belle réussite pour le coureur français. Coureur de Vannes, coureur breton, sinon les Bretons vont me taper dessus. EF 14 sur 20, pareil, tour réussi, on prend le maillot à poids, on a la victoire d'étape. Ça fait le deuxième grand tour qu'il gagne, où il remporte une victoire d'étape, alors qu'il n'y avait pas forcément de grands leaders au départ, de grands leaders, alors qu'on misait que sur les victoires d'étape et pas forcément sur le général, donc c'est jamais vraiment facile. On a vu du bon Carapaz, on a vu du très bon Benelli aussi, qui aurait pu aller chercher une victoire, du très bon Rui Costa et Nelson Poles aussi, notamment en 3e semaine pour essayer de contrôler les échappées. Bon, Marine Vandenberg, à part la chute qu'il a provoquée avec Guermeil, on ne l'a pas beaucoup vu sur ce Tour de France. Et puis, petite déception pour moi du côté de l'AEF, c'est le fait que Bettiol n'ait pas réussi à prendre le maillot jaune dès le premier jour, mais même Carapaz a porté le maillot jaune. Donc non, c'est un tour qui est réussi du côté de cette formation, surtout si on compare aux résultats les années précédentes, où c'est vrai que le Tour de France, c'était toujours un petit peu... les grands tours, c'était parfois un petit peu compliqué pour cette équipe. Ces dernières années, là, je trouve que vraiment, il y a un beau résultat d'ensemble. Donc 14 sur 20, c'est un peu comme la Total Energy. C'est un résultat tout à fait réussi du côté de cette formation américaine. Avec la belle Cadillac, qui était la belle Cadillac qui était également présente, qui a même été repeinte aux couleurs du maillot à pois, la Cadillac, lors de l'arrivée. Lors de la dernière étape à Nice, elle était plus rose, elle était maillot à pois. Très marrant. Moi j'aime bien, c'est vrai que j'avais vu ça aussi avec... l'année dernière, on avait vu ça sur le Tour de France Femmes avec Cédrine Carbaol, qui avait eu aussi une voiture spéciale pour la dernière étape, pour le contre-la-montre à Pau,
Voilà, quand il y a sur les voitures, ça fait aussi partie du Tour de France. Voilà, des fois, si on peut s'amuser sur la déco des voitures ou prendre des voitures un peu différentes, un peu changeantes, c'est aussi marrant, ça fait aussi partie du folklore des courses de cyclisme. Intermarché, j'ai hésité du côté d'Intermarché avec le 15 sur 20. Je suis resté à 14. J'ai hésité quand même longtemps avec le 15 sur 20. J'ai pas mis 15 sur 20 parce que Mentis, vraiment, il a fait un tour très bizarre, Mentis, parce que bon, tu voyais qu'il n'arrivait pas à suivre les meilleurs à la régulière. Et en même temps, quand il était dans les échappées, souvent il essayait jusqu'au bout de suivre les meilleurs, alors qu'il aurait dû peut-être économiser de l'énergie. Dans les échappées, bon, il a parfois pas eu le bon timing aussi, il n'a pas eu le sens de la course. Véritablement, Mentis, ouais, je crois que ce qui lui a manqué, c'est le sens de la course. Il a mieux réussi que d'habitude ses contre-la-montre. Ça, c'est quand même une chose à notifier. C'est quand même un domaine où il est vraiment pas bon. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas mis le 15 sur 20 pour Mentis parce que c'est vrai. Et pour aussi Zimmerman, qui a été assez discret au final, à part dans le travail du train, mais c'est vrai que sinon il était assez discret. Mais non, du côté d'Intermarché, pour moi, ça a été une réussite. Pourquoi j'ai bien aimé le tour d'Intermarché au niveau collectif? Parce qu'ils ont réussi à rectifier le tir. C'est une équipe qui est partie dans l'idée avec deux sprinters, Mentis, Garben Tyson. Pas Mentis, Girmay et Garben Tyson. Girmay remporte le premier sprint à Turin. Le sprint d'après, chacun fait son sprint. J'avais dit que c'était d'une stupidité. Ils l'ont fait qu'une fois l'erreur. Ensuite, toute l'équipe a été au service de Girmay. Est-ce qui a changé la donne? C'est pour ça aussi qu'il a réussi à enchaîner ensuite avec 2 victoires. Parce qu'avec une équipe 100% à son service. C'est ce qui a fait véritablement la différence. Mais qui s'attendait quand même en début de Tour de France d'avoir 3 victoires pour l'Intermarché et surtout 3 victoires avec Girmay? Moi j'avais même dit, j'avais des doutes que comment ça allait se passer entre Tyson et Girmay. J'avais dit même, putain, t'as Hugo Page aussi, si ça se passe mal. Je me disais, bon, c'est pas sûr de comment ça va se dérouler dans l'effectif, parce que Girmay, c'était pas si dingue que ça. Moi, j'avais pas vu les dernières sorties de Girmay. J'aurais peut-être dû les voir pour avoir un avis peut-être mieux construit. Mais bon, je peux pas voir toutes les courses de cyclistes de l'année. Mais c'est vrai que là, il a sorti un Tour de France où il était super fort. Et vraiment, le sprint de Turin, ça a déclenché quelque chose, une soif de victoire. Ensuite, il s'est pas arrêté. Et ça fait plaisir pour lui, mais ça fait plaisir également pour l'équipe, parce que c'est vrai que c'est une structure qui est là depuis des années. Ils ont commencé avec une toute petite équipe il y a 15 ans, plus de 15 ans, je crois que c'est 2008 ou 2009, où ils commencent avec une équipe de Continental, puis ils sont montés en deuxième division. Ensuite, ils ont racheté une licence pour monter en World Tour. Quand je me rappelle, quand ils avaient acheté la licence, moi j'avais été assez critique en disant, quand tu vois la qualité de l'effectif, ça va être une catastrophe, ça va être comme CCC, ça va être une catastrophe en World Tour. Et non, ils ont réussi à obtenir des résultats tout de suite sur les grandes courses. Et ce qui leur manquait, c'était le Tour de France. Voilà, ils ont enfin réussi à faire un grand Tour de France. On peut être content pour cette formation, qui reste aussi une équipe très familiale, hein, un peu de cyclisme à l'ancienne, qui est vraiment le plus petit budget. Eux aussi, ça va leur faire du bien en termes de budget, parce que c'est une équipe qui n'a pas un gros budget, qui avait eu du mal à boucler le budget cette année. Donc ça fait plaisir également pour Intermarché. Ça va peut-être leur permettre de récupérer un contrat en plus. Et puis, oui, puis on peut être plus que satisfait pour le cyclisme africain avec Girmay. Pour l'Érythrée, maintenant on sait enfin la placer sur une carte, on sait enfin où ça se trouve un petit peu l'Érythrée. Non, et puis quand on parle de sport et de sport qui peut fédérer les peuples, regardez la folie que c'était dans les rues d'Asmara. C'est une idole, Girmay. Je crois qu'on a du mal à se l'imaginer, mais regardez les rues d'Asmara quand ils gagnent. Et pourtant, il y a un décalage horaire, donc c'est genre à 20h ou 21h quand ils gagnent à Asmara. Putain, c'est noir de monde. Mais noir de monde, les mecs, ils sont partout dans la rue. Enfin, ils font la fête dans tous les sens. T'as des petits feux d'artifice qui se déclenchent à gauche, à droite. Enfin, voilà.
C'était la fête et c'était vraiment super de voir tous les gens comme ça dans la rue, comme si nous, on avait la Coupe du Monde de foot, quoi. C'était un peu la même ferveur. Donc c'est vraiment un peuple passionné de cyclisme. Encore une fois, ça me permet de rappeler qu'il va y avoir les championnats du monde au Rwanda. Je crois que c'est du côté de Kigali. Sur un parcours qui va être extrême. Et où ça va être une ferveur sur le bord de la route qui va être juste exceptionnelle. Un dépaysement total pour les coureurs parce que ça va leur changer des habitudes et puis surtout il n'y a plus de grandes courses, il n'y a pas de grandes courses World Tour en Afrique, c'est ce qui manque, même je trouve. Mais là vous voyez un développement du cyclisme africain qui est assez dingue. Après peut-être qu'un jour il y aura une course de 3 semaines en Afrique pendant l'hiver. Hein. Vous savez que pendant l'hiver en Europe on pourra avoir du cyclisme 365 jours par an, c'est peut-être la nouvelle idée de l'UCI. Faire comme un petit peu le tennis, avoir des courses également l'hiver, parce que c'est vrai que le tennis, il n'y a quasiment pas de pause. Je donne peut-être des idées à l'UCI, d'avoir une course de 3 semaines ou plusieurs tours nationaux comme ça en Afrique. Alors bien entendu, il faut passer dans des régions où vous avez une stabilité politique, c'est là tout le problème. Mais bon, je viens de dire qu'en termes de stabilité, le Giro une année est parti d'Israël, on ne peut pas dire qu'Israël, ça sera le coin le plus calme au niveau géopolitique au monde. On poursuit tout de suite avec le top 3 des meilleures équipes sur ce Tour de France. Les meilleures équipes, faites le compte, il n'en reste plus que 3. On commence par la première, 16 sur 20, là également, un coureur sur le podium de ce Tour de France. Quick Step, ah oui, Soudal Quick Step, 16 sur 20. Alors déjà, on remplit l'objectif avec Evenepoel. Je pense qu'on remplit même plus que l'objectif, parce que pour moi, l'objectif, c'était plutôt top 5. Et il rentre sur le podium. Maillot blanc. Donc ça, c'est une réussite. Alors que pourtant, tu avais Ayuso. Tu avais aussi... Buitrago, je crois, était aussi, pouvait jouer le maillot blanc. Rodriguez était aussi dans ce classement du maillot blanc. Donc ça c'est très intéressant la manière dont il a dominé aussi ce maillot blanc, parce qu'on parle beaucoup des deux de devant, mais lui il a dominé le classement du maillot blanc, il n'a jamais été inquiété. Remco Evenepoel, Landa qui rentre aussi dans le top 5 de cette épreuve, ils en mettent quand même 2 dans le top 5, c'est la première fois que ça arrive du côté de la Quick Step, et surtout avec encore un super résultat. Et Landa qu'on croyait presque fini il y a un an, est de retour au top, avec une équipe qui a montré un gros collectif, notamment sur l'avant-dernière étape, sur l'étape numéro 20, où ils ont vraiment fait un énorme tempo. Et il y a peu d'équipes qui étaient en capacité de faire ça sur ce Tour de France. Et quand on connaît la Quick Step, moi j'ai été quand même parfois critique, et beaucoup de gens étaient critiques avec ce collectif autour de Remco Evenepoel qu'on trouvait trop faible à plusieurs reprises. Là, il y avait du monde et du beau monde, notamment je pense à Jan Hirt. Le tour de Jan Hirt est quand même dingue, ça commence mais de la pire des manières. Il tombe lors du départ, avant le départ fictif, en revenant du podium, il se pète des bouts de dents. Derrière, ensuite en plus il avait déjà fait le Giro, donc compliqué d'enchaîner de grands tours en plus dans ces conditions-là. La 3e semaine que fait Jan Hirt, il a été impressionnant, hyper solide. Et là, ça a été une grosse équipe, une grosse armada à la Quick Step. Je l'imaginais peut-être pas aussi forte que ça. Donc là, c'est déjà rassurant. Et puis Evenepoel qui a tenu 3 semaines de course, alors un peu fatigué les 2 derniers jours, mais quand même, il a tenu 3 semaines sur ce Tour de France. Donc là aussi, c'est une belle réussite de la part du coureur belge. Donc pour moi, c'est un 16 sur 20 parce qu'on a vu un gros collectif, 2 coureurs dans le top 5. Ça fait 2 grands tours réussis pour la Quick Step. Pourtant, vous savez que je suis quand même assez critique avec Patrick Lefebvre. Je les ai défoncés sur les Flandriennes. Comme quoi, je sais aussi dire quand des équipes arrivent à être performantes, parce que là, c'est du bon boulot. Sur le Giro, déjà, pour moi, ils avaient fait un très bon Giro avec Merlier, avec Alaphilippe. Là, pour moi, ils ont fait un très bon Tour de France. Donc, bravo, messieurs de la Quick Step, et le changement de paradigme, de passer d'une équipe de Flandrienne sprinteuse à une équipe de grand tour, ça s'est fait quand même assez vite, et je trouve que le résultat est plutôt concluant. Deuxième équipe au top, sur les sommets, deuxième équipe sur le podium, ça va peut-être faire jaser celle-là.
Bah, Israël première tech, 17 sur 20. Pourquoi je mets 17 sur 20 Israël première tech? Qui aurait imaginé qu'ils arrivent à envoyer un coureur dans le top 10? Derek G. Certes, il venait de faire un gros Dauphiné, mais bon, Marc Padon aussi, une année, il avait fait un gros Dauphiné. C'est pas pour ça qu'il avait fait un bon Tour de France derrière. Pareil pour Brakovic, pareil pour Fuglsang. C'est un monde entre faire un bon. Et puis, je pense que c'est pas que le Dauphiné. Simon Spillac a fait des très bons Tours de Suisse. Est-ce qu'il a fait des très bons Tours de France derrière? Non plus. Donc c'est un monde différent. C'est vrai que Derek G, et pas Guy, hein, parce que ça se prononce vraiment Derek G, du côté des États-Unis, enfin du côté du Canada, parce que j'avais vu avant le départ du Tour de France, il y a un truc sur Twitter qui donne la prononciation des sportifs, quand des fois il y a des doutes, et Derek G, donc, qui avait eu la prononciation. Mais il a été vraiment impressionnant pendant ces 3 semaines de course, et même hyper solide. Il fait, je crois, un top 5 d'étape. Enfin, bon, voilà, il a été vraiment très costaud. Ackermann aussi, il faut qu'on en parle d'Ackermann, hein, qu'on n'avait pas vu à ce niveau-là depuis très longtemps. Le coureur allemand qui a été aussi impressionnant dans ses sprints derrière les deux ogres de devant, Philipsen et Guilhermet. Bah, pour moi, c'est le 3e homme en termes de régularité. Et puis l'équipe aussi qui a été très solide parce que le train autour d'Ackermann était très bon. On a beaucoup vu Guillaume Boivin notamment, qui a fait un très bon Tour de France. Et quand Guillaume Boivin a abandonné tout de suite après derrière, ça a été un peu plus compliqué pour Ackermann. Stéphane Williams, qu'on a vu également dans des échappées, même si la réussite n'a pas été au bout. Hugo Hull, qui a tenté également, mais un peu moins fort qu'il y a d'autres années du côté d'Hugo Hull, donc ça a été un peu plus difficile. Mais je trouve que le collectif d'Israël a vraiment fait du bon boulot, comme quoi on peut, à part Fuglsang qui a été discret, mais bon, le poids des ans se fait sentir. On a vu aussi un petit peu Chris Neyland dans des échappées. Donc voilà, Jack Stewart aussi, mais qui a été dans le train avec Guillaume Boivin, hein, donc lui aussi il a fait du bon travail dans le train pour Ackermann. Ouais, je dirais que c'est plus Fuglsang. Mais bon, Fuglsang, pas tout jeune, hein, le coureur danois. Il a 39, je crois, Fuglsang. Voilà, 39 ans. Il est dans sa dernière année de contrat. J'avais l'impression que ça ressemblait aussi à Romain Bardet avec sa fille dans la voiture. Ça ressemblait aussi peut-être à une fin de carrière pour Jakob Fuglsang. Bon, palmarès, hein, Fuglsang en passant, quand vous regardez, hein, dans les 27 victoires, il n'y a pas grand-chose à acheter non plus. De la part du coureur danois. Mais oui, c'est un tour qui est réussi. Comme quoi, quand on mise sur des coureurs un peu plus jeunes, ça peut marcher. Ce que ne faisait pas jusqu'à maintenant Israël, qui tentait de miser sur des anciennes gloires. Et je pense que c'était souvent une grossière erreur. Et le fait d'avoir misé sur des coureurs plus jeunes comme Derek G, eh bien, je trouve que ça leur a plutôt réussi. Et ça leur réussit bien. Ils font une belle année. Ce qui était loin d'être assuré, le fait de faire une belle année, puisqu'ils font un bon Tour de France, mais remportent également la Flèche Wallonne. Parce que quand tu vois le déclenchement de la guerre face à la Palestine, donc le 7 octobre, moi je m'étais dit, oh là 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 là, comment ça va se passer dans la tête des coureurs? Comment ça va se passer? Parce que la situation géopolitique, on a vu que d'une situation où pendant les premiers jours, on va dire du conflit, les gens étaient pour Israël, ça s'est quand même très vite retourné chez beaucoup de personnes. Derrière, je me disais, bon, comment ils vont s'en sortir? Déjà, est-ce qu'il y aura des sanctions financières contre Israël et encore une fois, comment ça va se passer au niveau économique, au niveau des salaires? Bon, pour l'instant, on n'a pas eu d'écho comme quoi les salaires n'avaient pas été payés chez Israël. Mais je me disais, comment ils vont le vivre? Est-ce que sur le bord de la route, il va y avoir des insultes? Est-ce qu'il y a des gens qui vont leur jeter des trucs dans la gueule? Comment ça allait se passer en termes de sécurité? Enfin, comment ils allaient le vivre aussi, le fait d'être beaucoup plus sécurisé que d'autres formations, parce qu'on savait que ça allait être le cas. Bah, pour l'instant, ça se passe pas trop mal pour Israël, donc ils s'en sortent bien au niveau de cette course. Donc on verra ce que ça donnera désormais pour la suite de la saison, mais le Tour de France a été réussi. Et ça leur fait beaucoup de points du CI accumulés
Autant te dire qu'ils sont peut-être en train de sécuriser leur place pour le World Tour en 2026 grâce à cet excellent Tour de France. Et puis je termine avec la dernière équipe, la meilleure pour moi de ce Tour de France, UAE. UAE, l'objectif est complètement rempli. Avec Pogacar, l'équipe a surdominé. Voilà. Bon, Pogacar, certes, était très fort, mais bon, en fait, à part Juan Ayuso, qui a été mauvais dans cette équipe? Personne. Nils Politt. Bon, voilà. Alors, j'ai vu quand même certains dire, notamment Charlie, je sais plus quoi, sponsorisé par Decathlon en passant. Ça me fait toujours marrer les mecs qui parlent de cyclisme en étant sponsorisés par une entreprise qui sponsorise une équipe de cyclisme. En termes d'indépendance économique, c'est un petit peu léger. Ça me fait toujours marrer comme Styros avec Cofidis, bon, voilà, ce genre de choses. Mais du côté, il disait, Nils Politt, avant c'était un âne et c'est devenu une machine en montagne. Alors l'âne, on va quand même relativiser au niveau des termes. Certes, ça n'a jamais été un grand grimpeur. C'était quand même pas un mec qui passait pas un pont d'autoroute non plus, Nils Politt. C'est quand même un mec qu'on a vu dans beaucoup d'échappées. Quand il gagne son étape sur le Tour de France, l'étape de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Nîmes, notamment, c'est quand même une étape où il y a 2000 mètres de dénivelé positif. Donc c'était quand même pas une étape toute plate non plus. Nils Politt, et puis je l'ai déjà vu efficace dans des journées. Par exemple, il avait pris une 31e place en 2021 sur l'étape de Tignes, Cluse-Tignes. Donc une étape où il y avait 4600 mètres de dénivelé positif. Il avait fini 31e de cette journée en n'ayant pas pris l'échappée, pourtant. Un quart d'heure. Donc devant un Luis Mentiès qui avait pris l'échappée, devant un Rui Costa. Donc non, ça a jamais... C'était pas le meilleur grimpeur du monde, mais bon, c'est pas non plus un âne, quoi. On peut quand même équilibrer un petit peu au niveau des choses. Derrière Nils Politt, Tim Willems, qui a souffert sur la fin du Tour de France, mais je pense qu'il a souffert de la chaleur. Parce que c'est vrai que Tim Willems n'aime pas la chaleur. Adam Yates, commençait piano, il finit sur les chapeaux de roue. Marc Solé, qui a été un homme important. Sivakov aussi, qui j'avais un peu peur pour Sivakov, mais il a été bon sur ce Tour de France, il a même été très bon. Almeida, qui a été solide aussi. Voilà, l'équipe, il n'y a pas eu de faiblesse, n'a jamais été mise en difficulté. La seule fois où Pogacar était en difficulté, c'était pas à cause de son équipe, c'était plutôt une faiblesse physique. Donc voilà, pas grand chose à dire pour cette formation, à part qu'ils ont été au-dessus, mais en même temps, vu comment ils avaient été au-dessus sur le Tour de Suisse notamment, c'est vrai qu'on avait assez peu de doutes sur la capacité de cette formation à entourer correctement Tadej Pogacar, mais bon, ils ont fracassé la Visma quand même en opposition directe, donc pas grand chose d'autre à dire. Ils remportent le classement par équipe, pas vraiment de surprise de ce côté-là non plus, donc voilà, très beau résultat de la part de cette formation. Pour se quitter, on regarde désormais, et pour cette dernière vidéo, déjà je vous invite à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires, et à me retrouver également pour les Jeux Olympiques, mais on termine par les classements un petit peu annexes, c'est-à-dire les classements au niveau argent et le classement au niveau des points UCI des différentes formations. Pour finir avec ces débriefs du côté du Tour de France, avec ce conseil de classe, on va regarder des classements un petit peu hauts, le classement des primes de ce Tour de France et puis le classement des points UCI accumulés pendant cette épreuve. On commence tout de suite avec l'argent, la tunasse remportée par chacune des équipes au total sur ce Tour de France. Donc vous voyez, il y avait 2 282 200 € à récupérer sur toutes les étapes. Donc on est quand même très très loin d'un budget d'équipe World Tour qui est aujourd'hui aux alentours de 60 millions. Et je rappelle que c'est la plus grosse course au monde, qui est la mieux dotée donc en termes de sous-sous. Donc vous voyez, 2 282 000 €, 60 millions de l'autre. Il y a quand même un souci au niveau des budgets capés, parce que c'est impossible de rentrer dans ces frais aujourd'hui pour une équipe. Bon, vainqueur UAE qui récupère 806 000 €, grâce à la victoire notamment de Pogacar au général, mais aussi aux victoires d'étape de Tadej Pogacar, puis le fait qu'il ait porté le maillot jaune pendant pas la première... pas la 4e étape,
Donc les 2 premières étapes, donc ça ferait que 19 moins 1, 18 étapes où il a porté le maillot jaune, ça fait des sous-sous aussi accumulés. Deuxième équipe, la Visma Leasebike, Vingegaard deuxième du classement général. Une victoire d'étape également pour Jonas Vingegaard, pas mal de podiums également sur les différentes étapes, donc 356 000 euros, c'est moins que l'an dernier, je crois, du côté de la Visma, mais il faut quand même dire que UAE a tellement dominé cette année que ça a été plus compliqué. La Soudal Quick-Step, on profite de la 3e place de Remco Evenepoel, ce qui permet de remonter au niveau de l'argent du côté de la Soudal Quick-Step, plus Landa aussi, bien classé. C'est vrai que j'ai oublié de dire, Visma, c'est vrai qu'il y a aussi Jorgensen qui est dans le top 10, donc ça rapporte des sous. UAE, vous avez aussi du monde dans le top 10, donc ça permet d'accumuler les sous. Donc vous voyez, 248 000 euros, c'est-à-dire que ces 3 équipes-là ont récupéré plus de la moitié des sous qu'on pouvait avoir sur ce Tour de France, parce que donc UAE 806 000, donc ça fait plus d'1 million, 1 million 150 avec la Visma, plus ces 250 de l'autre côté, ça fait quasiment 1 million 4 pour ces formations-là, donc c'est quand même assez affolant de voir la domination de quelques équipes sur ce Tour de France qui ont vraiment été au-dessus et de la répartition des sommes. Intermarché 4e, bien entendu, il y a eu les 3 victoires de Binyam Girmay. Il y a eu également le nombre de jours avec le maillot vert, le fait qu'il ait remporté le maillot vert, ce qui a apporté énormément d'argent à cette équipe comme EF avec la victoire de Carapace, plus les sous récupérés par le maillot à poids. Du côté de l'arrivée, Alpecin, 77 000 euros grâce à Jasper Philipsen en priorité, donc un peu moins que les années précédentes, mais c'est quand même pas mal. Ineos, 65 780 euros. Carlos Rodriguez, Kwiatkowski, Pidcock également avec leur podium d'étape. Ça reste seulement la 7e place aussi, non? Oui, 7e place aussi du côté d'Ineos. Donc je dirais que c'est en rapport avec leur Tour de France. Uno-X, pas mal quand même, 60 000 euros récupérés par Uno-X. Déjà, il y a eu Abrahamson qui est passé en tête de beaucoup de 17, je crois, classement de la montagne. Ça fait quelques euros, plus quelques sprints intermédiaires. Les 2 3e places d'Alexander Christophe également. Tobias Alon Johannesson qui a pris quelques points également au classement de la montagne. Ça fait quelques sous-sous, voilà, pour la Uno-X. Movistar, on dira merci à Lascano, à Henrik Mas. Il y a eu une 2e place également de Fernando Gaviria pour cette équipe. Là aussi, on a pris quelques points. Total Energy, quand même dans le top 10, avec 50 300 euros récupérés, c'est plus que l'an dernier. C'est comme Intermarché. Intermarché l'année dernière, je crois que c'était l'équipe qui avait récupéré le moins d'argent. Donc aussi, c'est assez intéressant de voir les différents tours d'une année sur l'autre. Et du côté de la Total Energy, 50 300 euros de récupérer. Donc c'est bien, avec notamment la victoire d'Anthony Turgis. Il y a également une 4e place pour Anthony Turgis du côté du classement du maillot vert, ça a dû rapporter quelques sous. Matteo Vercher également, avec sa 2e place. Steph Kras qui est quand même dans le top 20, donc ça fait quelques sous récupérés. Lidl Trek derrière, malgré le fait qu'il n'y a pas eu Mats Pedersen, il y a Ciccone qui finit 11e. Julien Bernard également dans le top 25 de ce Tour de France, donc ça fait quelques revenus. La Jaiko Alula, Simon Yates qui a bien fini ce tour. La victoire également de Dylan Groenewegen pour la formation australienne, mais qui s'attendait peut-être à un peu mieux. La Lotto Destiny, on dira merci à Campenart, parce que sans la victoire de Campenart, je pense qu'on aurait été plutôt au niveau de la Bahrain Victorious. Arnaud Delis qui a pris quelques places de nord. En dehors de ces 2 coureurs-là, c'est vrai que le reste de l'équipe a été beaucoup plus discrète. La Cofidis derrière, 34 770 euros. On dira aussi merci à Guillaume Martin, à Brian Cocard qui a remporté énormément de sprints intermédiaires. Bon, sinon, c'est vrai que c'est moins bien que l'an passé, où il y avait eu 2 victoires d'étape notamment et un meilleur classement général pour Guillaume Martin. La DSM qui pourra dire merci à Romain Bardet, notamment sur la première étape,
parce que ensuite on n'a pas gagné beaucoup plus d'argent que lors de la première étape, il faut bien le dire. Du côté de cette équipe DSM, Jacobsen n'a pas été fantastique. Israël, première tech, et bien malgré le fait qu'on ait Derek G et Gad Karman, ça n'a pas fait beaucoup de sous-sous, ça c'est un petit peu dommageable. Par contre au niveau des points UCI, ça a été pas mal pour Israël. La Groupama qui finit bien ce tour, avec notamment Lenny Martinez, avec le dernier contre-la-montre, on a 3 dans le top 15, on a fait un peu d'argent. Du côté de la formation française, Bahrain Victorious, il y a eu Buitrago qui rentre dans le top 10, mais c'est vrai qu'en dehors de Buitrago, ça a été compliqué. Arkea, merci à Kevin Vauquelin, parce qu'en dehors du chrono et de la victoire d'étape de Kevin Vauquelin, en dehors de ça, ça a quand même été difficile. Astana, merci Cavendish. Et Terrada aussi avec le dernier chrono. En dehors de ça, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Et puis Decathlon. Et la Red Bull Bora-Hansgrohe, Roglic, qui a amené des points et de l'argent pourtant pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. Mais à partir de son abandon, je dirais qu'à partir de l'abandon de Vlasov, même lors de l'étape numéro 9, ça a été ensuite très compliqué pour cette formation. Et Decathlon, qui n'a jamais été véritablement dans le bon tempo sur ce Tour de France. Du côté des points UCI, la meilleure équipe c'est la UAE, vous voyez, avec 5700 points, donc 2000 points de plus quasiment que la Visma Leasebike, grâce à la victoire de Pogacar au bon classement également de beaucoup de coureurs de cette formation, et puis les victoires d'étape et le port du maillot jaune de Tadej Pogacar. On retrouve ensuite la Visma Leasebike avec un bon classement général pour cette formation, 3780 points. C'est mieux que le début de saison qui avait été très compliqué quand même, il faut bien le dire. La Soudal Quick-Step 3e, là on est sur le même classement. 4e Intermarché, 5e Israël. Quand je vous disais que c'était bien mieux du côté d'Israël au niveau des points UCI, avec cette 5e place, très très belle 5e place devant Alpecin et Ineos qui sont derrière. EF 8e, devant la Movistar 9e, 1125 points. La Bahreïn 10e. Lidl Trek 11e avec 1015 points. On retrouve ensuite la Jericho Alula, la Lotto Destiny, Uno X, DSM. Encore une fois, les points ont surtout été récupérés lors de la première journée. Total Energy 16e, devant Cofidis et Decathlon. Et puis la Red Bull Bora qui fait partie des dernières équipes, comme Arkea, Astana et la Groupama FDJ qui est bonne dernière du côté de ce classement. Voilà. Astana qui a récupéré comme Lotto 0 points avec le classement général. Arkea en a récupéré avec 35, 115 pour la Groupama, mais heureusement qu'il y a eu ces 115 points, parce que sinon ça a quand même été très compliqué pour cette formation. Tu vois, quand on parle du mauvais tour de la Cofidis, il y a quand même 200 points d'écart, quasiment entre les points récupérés par la Cofidis et les points récupérés par la Groupama FDJ. C'était un classement réalisé par le site First Cycling, qui est un peu le concurrent de Pro Cycling Stat. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé ce Tour de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour le JO, les Jeux Olympiques de Paris. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder les anciennes étapes de ce Tour de France. Allez, ciao, ciao!